Masechet Shabbat, Daf Kuf Mem Vav, on va commencer à la Mishnah qui est en haut de la page. Shover Adam et Echavit, le'echol hemenag grogrot, ou bilvad, shelo itkaven la'asot keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat, on n'a pas le droit de fabriquer un keli. Par exemple, si j'avais un tonneau qui était hermétiquement fermé, de toutes parts, je prends un keli, un sabre, et je commence à couper, à casser, à retirer une partie du keli pour avoir un beau keli ouvert, une belle ouverture, eh bien ça c'est assour, c'est asiyat keli. C'est assour de fabriquer un keli pendant Shabbat. Mais quel est le din si j'avais un tonneau qui était hermétiquement fermé parce qu'il était scellé après avoir mis dedans des grogrottes, c'est-à-dire des figues sèches. Moi maintenant pendant Shabbat j'ai envie de manger les figues sèches. Est-ce que j'ai le droit de casser le tonneau, la havit, pour prendre les figues? Réponse oui. Shover adam et havit, lechol hemena grogrot. L'homme a le droit de casser avec un marteau ou avec un couteau ou avec n'importe quel objet, casser la havit pour prendre les figues qui sont dedans, les figues sèches, grogrottes, figues sèches. Au bilvat shelo itkaven la'asot keli. Juste, il faut faire attention de ne pas faire attention de faire une belle ouverture. Lo itkaven, il ne faut pas qu'il soit précis dans sa manière de fendre le tonneau, la havit. Parce que si tu fabriques une belle ouverture, donc tu as été rosé keli, mais Shabbat, assour. Regardez le premier Rashi de la Mishnah. Shover adam havit mele agrogrot besakin ou besaif, lechol mimen agrogrot de en ba mekalkel shum isur be Shabbat. Car abîmer, casser, pendant Shabbat, c'est pas interdit. Il n'y a aucune interdiction. Alors, il y a des Rishonim qui disent comment? Il n'y a pas d'interdiction de casser, sauter, détruire. C'est écrit Kolam et Kalkelin Pturim. Tout celui qui est Mekalkel, qui abîme pendant Shabbat, il est patour. Mais quand on dit patour, c'est patour avalassour. Patour minatora, avalassour midera banan. Comment Rashi peut affirmer qu'il n'y a aucun issour? Réponse, uniquement les tzorer achila, ou bien les tzorer Shabbat, Hachamim ont autorisé. Il n'y a pas le issour des Rabbanan lorsque je le fais dans un but de me servir pendant Shabbat de cela pour Oneg Shabbat. Mais si c'est stam, assour de détruire, assour de casser, assour mi des Rabbanan. Donc pourquoi j'ai le droit de casser la havit? Eh bien c'est les tzorer. D'autres disent que c'est comme une coquille de noix, une noix de coco, je la casse pour prendre le coco qui est dedans. Je prends une noix, je la casse, je retire la coquille pour manger la noix qui est dedans. La même chose, les grogrottes se trouvent à l'intérieur de cette havit. Ce havit, c'est comme une coquille que je cassais. En tout cas, Rashi dit En ba mekalkel shum isur be Shabbat. Au bilvad shelo itkaven la'asot keli, Rashi dit lenokva yafe bepetach na'e. De faire un beau trou, une belle ouverture, interdit. Ve'en nokvin bemegufa shel havit. Divrei Rabbi Yehuda. Si par exemple, j'ai un bouchon, un couvercle, pour ce tonneau en argile, j'ai un beau couvercle qui bouche le tonneau en argile, eh bien, je n'ai pas le droit de faire un trou dans ce qui souille pour faire couler le vin, par exemple, par là-bas. Nachon, interdit. On a envie de boire le vin, on fait un petit trou et on aspire. Assour. Divrei Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui est interdit. Chachamim matirin, les Chachamim permettent de faire un petit trou dans le couvercle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le derech, ce n'est pas l'habitude de faire une chose pareille.
Comme ça dit Rashi. En nokvin megufa hadvuka bepe ahavit la'asot nekev. Et la notel et kula. Aval kinakiv la metaken pitha. Rabbi Yehuda, il interdit parce qu'il dit, tu veux, eh bien il faut sabrer la totalité du bouchon. Retire le bouchon. Ok, c'est scellé, mais retire-le. Mais faire un trou dans le bouchon, faire un trou dans le couvercle, c'est metaken peta hadash, assour. Mais hachamim permettent. Pourquoi? Ils disent en derech petah la havit bekar. Ce n'est pas le derech de faire un petah dans le havit de cette manière, puisque ce n'est pas le derech, c'est un chinouille. Puisque c'est chinouille, c'est permis. Encore dans cette Mishnah, ve'im haïta nekuva lo iten aleha sha'ava mipene sheu memareach. Et si on avait un trou dans la havit et qu'on veut boucher le trou pendant Shabbat avec de la cire, assour, parce que quand tu vas mettre de la cire dans le trou, tu vas mettre de la cire aussi autour, sur la paroi de la havit, tout autour du trou, et donc tu vas lisser une couche de cire. C'est la melacha de memahek, memareach, assour. Amar Rabbi Yehuda ma'aseh balifnei Rabbeinu Yochanan ben Zakkai be'arav, ve'amar hosheshani lo mehatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, on a raconté à Rabbi Yochanan qu'il y a eu un juif qui se trouvait dans sa ville à lui, qui s'appelait Arav. C'est pas l'Arabie saoudite, c'est une ville en Galilée. Rabban Yochanan ben Zakkai était rave de cette ville pendant 18 ans. Et on lui a dit, Rabbi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis de la cire dans le trou pour boucher le trou du Havit? Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, je crains qu'il soit Hayav Khatat. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit avec certitude? Parce que ce n'est pas sûr qu'il a mis de la cire tout autour. Peut-être qu'il a mis la cire que dans le trou. Comme ça dit Rashi. Hosheshani lo mehatat, Shema, peut-être, Miria hashahava, peut-être qu'il a lissé et étalé la cire, les dovka bedofne akeli saviva nekev, pour coller et mettre une couche de cire, même autour du trou, dans les dofne à nekev, dans les parois du nekev. Alors, c'est la raison pour laquelle il est peut-être Hayav Khatat, ce monsieur. Fin de la Mishnah. Amar Rabbi Oshaya, lo shanu el adrusot, aval meforadot lo. Rabbi Oshaya arrive avec un chidouche. Et il dit, bien que la Mishnah est autorisée de prendre un marteau et de casser Havit, Nachon, pour prendre des grogottes, alors moi j'ai dit un marteau. Il ne fallait pas que je dise ça. En fait, ici il s'agit de quelqu'un qui prend un couteau ou bien un sabre. Un couteau, c'est fait pour couper normalement les grogottes, les pains de figue. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Alors, pour ne pas vous embrouiller, je vais vous dire les choses oralement et après dans le texte. Vous vous souvenez qu'on a étudié il y a quelques semaines qu'il y avait une chita spéciale de Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia, lui, il a un hiddouche terrible au niveau du mouktsé. Il dit que pendant Shabbat, même des objets qui ne sont pas mouktsé, ils sont mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un couteau. Est-ce que j'ai le droit de prendre un couteau pour aller remuer mon verre de café? Rabbi Nehemia dit non. Un couteau, c'est pas fait pour remuer un verre de café. C'est fait pour couper de la viande, pour couper une pomme de terre. Alors Shabbat, tu as le droit de prendre le couteau que pour couper la pomme de terre. Tu as envie de prendre une cuillère et tu as envie de couper avec la carotte. Tu as le droit? Non. D'après Rabbi Nehemia, assour. Pourquoi? Parce que la cuillère, c'est pas fait pour couper une carotte. Tu prends le couteau. La cuillère, c'est fait pour boire la soupe. Ok? Alors, c'est comme ça que Rabbi Nehemia est extrêmement sévère et strict au niveau du mouktsé. Et il dit que même Kli Shem Larto le Heter,
enonital et là les tzorech. On ne peut le prendre que pour le tashmish ameyuhadlo. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on faisait pour manger des pains de figues? Vous savez comment on faisait? On prenait d'abord des figues sèches, on allait les mettre dans un keli qui était de forme cylindrique, ronde, on allait le comprimer avec un poids lourd, et ensuite ça allait faire des pains de figues. Ces pains de figues, comment on va les manger? On prenait un couteau et on coupait des fines tranches de figues sèches. C'était très bon comme dessert. Eh bien, quand on prenait le couteau pour couper le pain de figue, alors on dit, avec ce même couteau, tu vas casser le tonneau, ou bien le grand couteau avec lequel tu vas couper le pain de figue, tu vas casser le tonneau. Mais tu ne peux pas prendre un marteau. Tu ne peux même pas prendre une cuillère, une louche, pour casser le tonneau. Non! Tu ne peux prendre que le couteau. Pourquoi? Mais le couteau, pourtant, c'est pas fait pour casser un tonneau. C'est que le couteau, il va te servir pour couper les figues qu'il y a dans les tonneaux, dans le tonneau. Puisque tu vas prendre le couteau pour couper les figues, alors au passage, tu casses le tonneau avec ton couteau. Mais tu n'as pas le droit de prendre un couteau pour casser le tonneau, car le couteau, c'est pas fait pour casser un tonneau, c'est fait pour couper l'aliment. Seulement ici, comme il y a des aliments dans le tonneau, alors pour couper les aliments qu'il y a dans le tonneau, tu casses le tonneau avec ce couteau que tu as le droit de prendre dans ta main pour couper l'aliment. Ça, c'est la chita extrême de Rabbi Nehemia. C'est pas la chita de Chachamim. D'après Chachamim, non seulement que tu as le droit de prendre un couteau spécialement pour couper, pour casser la havit, mais tu peux prendre même un marteau qui est mouktsé. Tu peux le prendre pour casser le tonneau. Kli shem l'arto li isur, mutar letaltelo letzorer gufo. Vous connaissez cette halakha. Donc, maintenant on va voir que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Nehemia, qui est extrêmement strict. Amar Rabbi Oshaya, lo shanu eladroussot, aval mefuradot lo. On parle forcément de figues sèches qui étaient droussot, écrasées, comprimées, qui avaient été compressées dans un keli de forme cylindrique pour fabriquer un pain de figues. Mais évidemment, pas de mefuradot. Car si les figues étaient dispersées, séparées les unes des autres, on n'a pas besoin d'un couteau. Le couteau, il est nécessaire pour couper des tranches de pain de figues, mais pas pour des figues qui sont déjà séparées les unes des autres, que tu peux manger avec tes mains. Alors, de quel droit on va te permettre de prendre un couteau? Mais le couteau, tu ne peux le prendre que pour couper un aliment. Or, les figues, tu peux les manger comme ça, tu n'as pas besoin de couper. Alors, on ne va pas te permettre de prendre le couteau pour casser le havit, pour prendre les figues qui sont à l'intérieur. Et la Gemara pose une contradiction. Et elle dit, Umeforadot, lo, et s'il y avait des figues séparées dans le tonneau, c'est interdit. Pourtant, metive, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mevi adam et havit shel yain, umatiz et rosha besaif, umaniha lifnei orchim beshabbat, ve'eno hoshesh. Rabban Shimon Gamliel autorise l'homme, pendant Shabbat, de prendre son sabre et de donner un coup de sabre pour décapiter le tonneau. On a un tonneau de vin et on veut lui retirer la tête, le couvercle, nachon. On a le droit de prendre pour ça un saïf, un sabre. Mais le vin qui est à l'intérieur n'a pas besoin de couteau, n'a pas besoin du sabre. Le sabre, c'est que pour retirer le bouchon de ce tonneau, pas pour le vin qui est à l'intérieur. Or ici, qu'est-ce que tu m'as autorisé? Uniquement de prendre le couteau pour couper les figues qui sont à l'intérieur en forme de pain de figue, qui nécessite un couteau, et au passage, puisque déjà on te permet de prendre le couteau pour les figues, alors on te permet de casser la havit pour accéder aux figues. Sous-entendu que si il n'y avait pas à l'intérieur
des fruits qui nécessitaient un couteau, on t'aurait jamais permis de prendre le couteau pour ouvrir cette havit. Mapitom, tu vois bien qu'on permet même pour du yaïn, et le yaïn n'a pas besoin de couteau. Réponse. Hahi Rabbanan, matnitin Rabbi Nechemyahi. La réponse, c'est comme je vous ai expliqué longuement, que la Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, et la Baraita, c'est Hachamim. Hachamim autorise de prendre n'importe quel keli pour retirer le bouchon de ce havit pour boire le vin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même un marteau, ce serait permis. Tandis que Rabbi Nechemia qui a dit que En keli nital ela letzorech tashmisho. Pendant Shabbat, même kli shemlarto leheter, il est muktzeh. On ne peut le déplacer que letzorech tashmisho ameyu hadlo, et non pas pour un autre tashmish. Un couteau, c'est pas fait pour casser des haviot. Un couteau, c'est fait pour couper des aliments. Alors, si à l'intérieur, il y a des aliments qui nécessitent coupage au couteau, on permettrait de l'utiliser également, au passage, pour casser la havit. Et la Gemara, maintenant, on se demande Umaï de hake de Rabbi Oshaya, le hukme matnitin ke Rabbi Nechemia, ou bedrusot, l'ukma bebforadot, et Rabbanan. Pourquoi Rabbi Oshaya, le Hémora, est allé dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Nechemia, qui est super mahmir dans le sujet du muktzeh. En matière de muktzeh, il est très mahmir. Et donc, on est obligé de dire que la Mishnah, si elle a autorisé de prendre le saïf pour casser la havit, c'est que forcément, il y avait dedans des pains de figues qui étaient drusot, écrasés, comprimés, et pas broudot, pas mephoradot, parce que si c'est mephoradot, on n'a pas besoin de couteau, et donc ce serait interdit d'après Rabbi Nechemia. Pourquoi il est allé jusque-là? Pourquoi il est parti chercher midi à 14h? Ça aurait été tellement plus simple de dire que la Mishnah, elle va d'après Chachamim, sans se compliquer la vie. Tu as le droit de prendre n'importe quel keli, même si les figues, elles sont mephoradot, tu prends un couteau, un saïf, et tu casses le havit. Ma baria. Pourquoi il est parti chercher des complications? Réponse. Amarava, matnitin kashiate. Ce qui a poussé Rabbi Oshaya à aller jusque-là, c'est parce qu'il avait une preuve que la Mishnah elle va d'après Rabbi Nechemia et pas d'après Chachamim. Pourquoi? Mai iria detane grogrot, litne perot. Et la shmamina bidrusot. Pourquoi est-ce que la Mishnah, quand elle nous a parlé d'un cas exemplaire, d'un modèle, d'un exemple, elle n'a pas dit havit shel perot, elle a dit havit shel grogrot. Pourquoi est-ce qu'elle parle spécialement des figues sèches? Elle aurait pu parler de n'importe quel fruit. Havit sheyeshba perot. Pourquoi on a parlé de grogrot? Grogrot, c'est les figues sèches. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les figues sèches, eh bien, quand tu les comprimes, ça fait un pain de figue. Et quand c'est un pain de figue, tu es obligé d'utiliser le couteau. Et qui est-ce qui a besoin de couteau pour couper le pain de figue, pour autoriser de casser le tonneau? C'est bel et bien Rabbi Nechemia. Voilà pourquoi Rabbi Oshaya est allé chercher loin l'auteur de cette Mishnah. Puisqu'on a expliqué qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, et la Braïta, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. On va comme ça résorber une autre contradiction entre deux Baraïtot. Tanya Hada, il y a une Braïta qui nous enseigne. Hotalot shel grogrot ve shel tmarim matir ou mafkia ve hoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un panier, une corbeille de fruits, c'est-à-dire des dattes ou des figues sèches. Grogrot, c'est des figues sèches. Tmarim, des dattes. À l'époque, on prenait des figues ou des dattes qui ne voulaient pas mûrir et on les mettait à l'intérieur de ces paniers fabriqués avec des feuilles de palmier et on laissait mûrir à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat avec ces corbeilles, avec ces paniers fabriqués avec des feuilles de palmier? Ce qu'on appelle hotalot. Alors hotalot, shel grogrot ve shel tmarim,
qui contiennent des figues sèches ou des dattes, matir, tu as le droit de, comment on appelle ça, de défaire le nœud de la ficelle qui permet de fermer la corbeille. Ce n'est pas considéré comme délier un nœud qui est interdit Shabbat. Car ce qu'on interdit Shabbat de défaire un nœud, ce qu'on appelle matir, c'est seulement Kesher Shel Kayama. Mais ici, c'était fait pour être ouvert et fermé tout le temps, donc c'était pas un Kesher Shel Kayama. Ok. Mafkia ve'hoter. C'est quoi mafkia ou hoter? C'est-à-dire, soit de couper avec un couteau, je déchire le panier qui est fabriqué en feuilles de palmier, ou bien je suis mafkia, je défais le tressage, la tresse de ces feuilles de palmier, j'ai le droit pendant Shabbat. En d'autres termes, j'ai le droit de déchirer ce panier dans lequel se trouvent les dattes ou les figues sèches. Vetan yaïdach, il y a une autre baraïta qui dit matir, j'ai le droit en effet de défaire le nœud, le kesher, avalom afkiar velochoter. Mais je n'ai pas le droit de détruire ce, comment on appelle ça, ce panier avec un couteau ou je le coupe avec le couteau. On n'a pas le droit. Pourquoi? Car le couteau, tu vas l'utiliser pour couper le panier. Mais le couteau, il n'est pas fait pour ça. Le couteau, il est fait pour couper des carottes et des radis. Nachon? Alors, tu n'as pas le droit. Alors, c'est contradictoire. Il y a une braïta qui permet d'être hoter avec un couteau. Il y a une braïta qui t'interdit d'être hoter avec le couteau. La kashia, ce n'est pas contradictoire. Harabanan, Harabi Nehemia. La baraïta qui autorise, c'est Hachamim. La baraïta qui interdit, c'est Rabbi Nehemia, qui interdit d'utiliser un keli pendant Shabbat, si ce n'est pas pour la fonction principale à laquelle il est destiné. Detania, comme nous dit la Braïta, Rabbi Nehemia Omer, afilu tarvad, va afilu talit, va afilu sakin, en nitalin ela letzorer tashmishan. Même une louche, même un talit, un vêtement, même un sakin, un couteau, on ne peut les déplacer Shabbat que pour la fonction principale à laquelle ils sont réservés, ces kelim. Tu ne peux pas utiliser un keli pour une autre fonction, même si la fonction elle est permise. Ça veut dire qu'il est très mahmir dans le domaine du muktzeh. Et maintenant, la Gemara nous dit on a posé la question à Rav Shechet. On a appris dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire un beau trou, une belle ouverture dans la Havit. C'est assourd de faire un beau keli pendant Shabbat, de fabriquer un keli. Quel est le din de prendre son sabre, sa lance, et avec la lance, tu vas trouer le keli, tu vas trouer le keli pour laisser sortir ensuite le vin, pour faire couler le vin. Est-ce que c'est permis ou interdit? D'accord? La Gemara explique les deux facettes de la question. Les pitha kamechaven ve asir, odilma les aïn yafa kamechaven ve shari. Est-ce que cet homme-là, quelle est sa kavana quand il enfonce la lance dans la havit et il fait un trou? Est-ce que c'est pour montrer à ses invités qu'il est généreux et il est prêt à leur servir du vin au travers d'un gros trou? Donc, Aïn Yafa, il veut montrer sa générosité, ou bien non, c'est parce que la lance, elle a une forme cylindrique, et donc lorsqu'il va enfoncer d'un coup sa lance, ça va faire un très joli trou dans la Havit, et donc il est mitkaven, la asot, petah, yafé, et donc c'est assour. Je répète, les pitha kamechaven, ve asir, est-ce que c'est pour faire un beau pétard nouveau dans la Havit, et donc c'est assour parce que c'est tikkun keli, ou bien les aïn yafa kamechaven ve shari, c'est par générosité qu'il agit ainsi, donc c'est permis. Amar lehu les pitha kamechaven ve asir. Il leur a dit assour, parce que sa kavana, c'est de faire un beau pétard.
Métiv et la Gemara s'étonne. Comment Rav Shechet a donné une telle réponse? Pourtant, il est écrit dans une braïta, Rabban Shimon ben Gamliel Omer meviadam havit shel yain umetiz rocha besaïf. Un homme a le droit de mettre devant ses invités un tonneau de vin et il prend son sabre et il décapite le tonneau en lui retirant tout le bouchon. Nachon. Et qu'est-ce qu'on dit? Que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il n'est pas mitkaven de faire un pétah yafé. Au contraire, il est mitkaven de montrer sa générosité à ses invités. Il ne cherche pas à faire un bokeli. La Gemara répond, Hatam, là-bas, c'est sûr que c'est permis, parce que sa kavana, c'est de montrer sa générosité. Pourquoi? Parce que, normalement, il aurait pu retirer juste la mégoufa, le bouchon, et lui l'a coupé en dessous de la bordure. Donc c'est sûr que c'est par générosité. Mais ici, si c'était par générosité, pourquoi est-ce qu'il fait rentrer la lance? C'est quoi la générosité? C'est de montrer que il met une grande ouverture, n'est-ce pas? C'est quoi la générosité? Servez-vous à profusion. Si je fais un petit trou, ça veut dire réfléchissez avant de vous servir. Mais si je fais un grand trou, ça veut dire allez-y, lâchez-vous. Je suis généreux, je suis large. Alors plus le trou est large, plus il y a de la générosité. Alors ici la question est de savoir pourquoi il a fait un trou avec son romah. Si vraiment il voulait être généreux, il n'a qu'à ouvrir le bouchon, c'est-à-dire retirer le bouchon, ouvrir la havit. Il aura un trou beaucoup plus grand que le trou du romah. C'est qu'en fait, il ne voulait pas montrer de la générosité. Il voulait faire un joli trou, et justement pas trop grand, pour que les invités ne se permettent pas de trop. Donc, mais il voulait faire un beau trou quand même, qui avait la forme cylindrique du romah. Eh bien, ça c'est assour. C'est Ose Keli. Metaken Keli. En nokvin megoufa shel havit, dit vrai Rabbi Yehuda. Hachamim matirin. On avait vu que faire un trou dans le bouchon, c'était une marloquette. Rabbi Yehuda interdisait, Hachamim permettait. Nachon. Vous vous rappelez qu'après, dans la Mishnah, on avait vu Loi kovena betzida. Tout le monde était d'accord que c'était assour. Nachon. C'est-à-dire que mahloket au niveau d'un trou dans le bouchon, mais tout le monde est d'accord que sur le côté, c'est vadaï assour. Alors, pour comprendre ce que je dis, regardez à nouveau la Mishnah, s'il vous plaît. La Mishnah nous dit, regardez en haut, En nokvin megoufa shel chavit. Divrei Rabbi Yehuda, Hachamim matirim. On ne fait pas de trou dans le bouchon du havit, d'après Rabbi Yehuda. Mais Hachamim autorise. Après, qu'est-ce qui est écrit? Veloi kovena mitzida. Il ne faut pas faire un trou sur le côté. Qu'est-ce qui se passe là? Alors regardez. Amar Avuna, machloket le ma'ala. Aval minatzad, divrei akol asur. Vainu dekatanel, oi kovena mitzida. C'est très simple. La marloquette, elle est de savoir est-ce qu'on a le droit de faire un trou nouveau dans le bouchon. Hachamim permet, Rabbi Yehuda interdit. Mais un trou nouveau sur le côté, tout le monde est d'accord d'interdire. Même Hachamim interdisent comme Rabbi Yehuda. Nachon? Marloquette les ma'ala. Pourquoi Hachamim permettent? Parce qu'ils disent les gens n'ont pas l'habitude de faire un trou dans le bouchon. Ils retirent le bouchon, mais un trou dans le bouchon, c'est-à-dire dans le couvercle du tonneau, c'est rarissime, c'est un chinouille. Et si c'est un chinouille, c'est pas une melacha normale. Si c'est pas une melacha normale, c'est sûr qu'il n'y a pas de issour de oraïta. Aval minatzad, mais un trou dans le côté du keli, ça c'est normal, c'est comme ça qu'on fait pour verser le vin. C'est pour cela que divrei akol asso.
même Hachamim interdisent. Et comme c'est écrit dans la suite de la Mishnah, Ve'ainu de katane, loï kovena mitzida, faut pas faire un trou sur le côté. Ve'rafrizda amar, Rafrizda il dit le contraire de Ravuna. Mahloket minatzad, aval al gabba, divrei akol mutar, ve'ha de katane loï kovena mitzida, atam begoufa de havit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle de minatzad, et les marla bamegoufa. C'est-à-dire, on a un couvercle en argile, du tonneau en argile. Mais le couvercle lui-même, il est grand. Dans le couvercle, il y a deux parties. Il y a le haut du couvercle, au-dessus, et il y a le côté du bouchon en argile. Et pour Ravuna, c'est de cela qu'on parle. Quand on a dit, pardon, pour Rafrizda, excusez-moi. Rafrizda dit, Mahloket minatzad, aval al-gaba divrei kol mutar. On ne parle pas du tout du tonneau lui-même. On parle que du bouchon. Au niveau du bouchon, tu as le haut et tu as le côté du bouchon. Sur le haut du bouchon, personne ne fait de trou là-haut. Et de ce fait, tout le monde est d'accord que c'est permis. Parce que ça, c'est vraiment un chinouille. Nachon. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? Quand est-ce qu'il y a une mahloket? C'est que sur le côté du bouchon. Rabbi Yehuda interdit parce qu'il dit qu'il y en a qui font comme ça. Hachamim disent non, personne ne fait un trou dans le bouchon. Mais si c'était dans le havit lui-même, mais si c'est un trou dans le côté de la paroi de la havit, c'est sûr que c'est assourd d'après tout le monde, car c'est le derer. Puisque c'est le derer de faire un pétah, alors c'est assourd d'après tout le monde. Je répète. D'après Rav Huna, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est par rapport à un trou qui est les ma'ala. Un trou sur le bouchon. Rabbi Yehuda interdit, Chachamim permettent. Mais sur le côté, tout le monde est d'accord, minatzad, sur le côté du bouchon, tout le monde est d'accord d'interdire. Que ce soit du côté du bouchon ou du côté du chavit, tout le monde est d'accord d'interdire. Pour pour Rafrizda, au niveau du bouchon, à ce niveau-là, si c'est en haut, c'est pas le derer. Pourquoi ce n'est pas le derer? Parce que les gens ne sont pas fous de faire un trou en haut, car il va y avoir toutes sortes de saletés qui vont tomber. Alors on fait un trou sur les côtés. Pourquoi un trou sur le côté, c'est normal? Parce que ça protège. Il n'y aura pas de toutes sortes de particules qui vont tomber dedans. L'entrée, l'ouverture, elle se trouve sur le côté. Mais si tu fais un trou en haut, il y a toutes sortes de parasites qui vont tomber dedans. C'est pas intelligent. Donc c'est pas le derer. C'est pour ça que Hachamim permettent. Mais Rabbi Yehuda interdit malgré tout. Excusez-moi. En haut, tout le monde est d'accord de permettre. La mahloket, elle est que sur le côté. Rabbi Yehuda interdit sur le côté, Hachamim interdisent. Alors maintenant, quand est-ce que Hachamim sont d'accord d'interdire sur le côté? Que begoufa shel havit. En dessous du bouchon. Dans le gouffre du havit. Là-bas, tout le monde est d'accord d'interdire. Mais batzad chez la megoufa c'est le bouchon, batzad, mahloket. Rabbi Yehuda interdit et Chachamim permettent. Très bien. Tanu Rabanan. Maintenant qu'on a appris qu'un trou dans la paroi du havit, c'est assourd d'après tout le monde. Tanu Rabanan, la Braïta, développe le sujet et elle dit En nokvin nekev hadash be Shabbat. On n'a pas le droit de faire un trou nouveau dans le Keli pendant Shabbat. Veim bale hosif mosif. Mais si c'est juste pour élargir le trou existant, c'est permis. Veyesh omrim en mosifin. Mais certains disent que même élargir c'est interdit. Veshavin shenokvin nekev yashan lechatechila. Mais tout le monde est d'accord qu'on a le droit de renouveler un trou existant, c'est-à-dire pas élargir,
mais juste si le trou qu'il y avait, il s'est un peu bouché avec toutes sortes d'éléments étrangers, de corps étrangers, on a le droit d'enlever tout ça pour nettoyer, pour renouveler le trou existant. Alors je répète, un trou nouveau n'est qu'Efradash dans le Keli Assour. S'il y avait déjà un trou, il veut l'élargir, Mahloket. Si on veut juste rafraîchir, renouveler le trou déjà existant, on ne rajoute pas plus, on n'élargit pas, c'est permis d'après tout le monde. Répétons, dans quel cas tout le monde est d'accord d'interdire un trou nouveau? Dans quel cas tout le monde est d'accord de permettre? C'est de renouveler le trou existant. Il s'est juste bouché et alors on renouvelle, c'est permis. Dans quel cas il y a mahloket? C'est élargir un trou existant. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit Vetana kama maishna nekev hadash delo metaken pitha ou sufename kametaken pitha. La Gemara s'étonne. Pourquoi Tanakama autorisé d'élargir? Pourtant, il est d'accord que innover un trou qui n'existait pas, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il est metaken, un pétah. Eh bien, quand tu élargis aussi, tu es metaken le pétah. Amar Rabba, Rabba répond Dvar Torah, kol pétah sheno asui lachnis ou lehotzi, eno pétah. Be'emet, il n'y a aucun problème, minatora, de faire un trou dans une havit. Pourquoi? Car ce trou-là, c'est pas un pétah. Un pétah qui est interdit par la Torah, c'est uniquement un pétah qui a une double fonction, qui permet de faire entrer, faire sortir. Par exemple, l'entrée d'une maison, c'est fait pour entrer et sortir. Ça, c'est un pétah qui a son minatora. Mais quand tu fais un trou dans une havit de yaïn, quel est le but? Le but, c'est rien que faire sortir le vin. C'est pas d'introduire quelque chose. Tu ne fais pas un trou pour faire entrer quelque chose. Tu fais un trou pour faire sortir le vin. Donc c'est asou il est otsi. C'est pas asou il est achnis. Minatora, il n'y a aucun issour. Verabanan ou des gazour. C'est uniquement Hachamim qui ont interdit. Pour quelle raison? Mishum lul shel tarnegolim. À cause d'un trou qu'on pourrait faire dans un poulailler, c'est-à-dire un genre de coffre de malle où il y a dedans des poules, et quand on fabriquait cette cage, on perçait des trous. Pour quelle raison? Pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans le poulailler et qu'il y ait toutes les mauvaises odeurs et la chaleur de l'intérieur qui sortent à l'extérieur. Les ayou, les avira, faire entrer du avir, ou les apouké havla, et faire sortir le haval. Pour que les volailles ne meurent pas. C'est pour ça que Hachamim ont interdit également de percer un trou dans Havit, parce que ça ressemble. Un trou dans Havit, ça ressemble à un trou dans le loul. Très bien. Maintenant, Imbal et Osif, Mosif. Pourquoi? Osufé vadai beloul shel tarnegolim lo até le osufé. Mishum rehacha. Pourquoi Hachamim n'ont pas interdit au même titre qu'ils ont interdit de faire un trou dans le havit de peur que les gens se permettent de faire un trou dans une cage de volaille? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit aussi les ossoufés d'élargir le trou? Peut-être que de la même façon que tu lui autorises d'élargir le trou dans Havit, il va s'autoriser également d'élargir le trou dans le loul chez le Tarnegolim. Réponse, c'est que dans le loul chez le Tarnegolim, personne n'élargit le trou. On laisse que des petits trous. Pourquoi? Parce qu'on a peur du rehacha. Car on a peur du rampant. C'est qui le rampant? C'est les belettes qui peuvent ramper, ou des rats, ou toutes sortes de rampants qui arrivent et qui vont tuer la volaille. Pour ne pas que toutes sortes de rampants rentrent à l'intérieur de la cage et qui tuent les poules, alors on ne fait pas des gros trous. Donc on n'a pas intérêt à élargir.
puisqu'il n'est pas fréquent d'élargir le trou du loul chez le Tarnégolim, alors il n'y a pas de raison d'interdire d'élargir le trou de la Havit. Car toute la raison pour laquelle on a interdit de faire un trou dans Havit, c'est de peur qu'il fasse un trou aussi dans le loul chez le Tarnégolim. Alors ok, mais pourquoi tu vas interdire d'élargir le trou de la Havit? Il n'y a pas de raison d'interdire, car il ne risque pas d'assimiler également cela au loul shel Tarnégolim et d'aller élargir parce qu'il n'a pas intérêt. Yofi. Veyesh omrim en mosifin zimnin de lotakne me'ikara ve'atele arvo hebe. Alors maintenant, celui qui interdit malgré tout d'élargir le trou de la Havit, pourquoi alors il interdit? Il n'y a pas de risque de faire la même chose dans le loul chez le Tarnégolim, on a dit. Alors pourquoi il interdit Behavit? Réponse. Zimnin, parfois, des lotakne me'ikara, que la personne qui a fabriqué la cage de volaille, quand il a fait des trous, eh bien il s'est aperçu que les trous qu'il avait faits sont trop petits. Ça ne permet pas de respiration. Ça ne permet pas de faire entrer de l'air et de faire sortir toute la chaleur avec la saleté, les mauvaises odeurs qu'il y a dans la cage, et les volailles peuvent mourir asphyxiées. Pour une bonne aération, une bonne ventilation, il faut qu'il y ait quand même des trous suffisamment larges pour permettre la ventilation. Alors le bonhomme, il va peut-être s'apercevoir que le trou est trop petit et il va l'élargir. Donc la notion d'élargissement de trou existe même dans le loul. Alors si tu permettrais d'élargir le trou de Havit, il risquerait d'élargir le trou du loul. Or du loul c'est Asur Minatora, car c'est Asui Lachnis ou Leotzi. Tandis que Havit, c'est pas Asur Minatora, c'est que Midera Banan, puisque c'est Petah à Asui Leotzi, Velo Leachnis. La Gemara tranche la halacha. Daraj Rav Nachman Mishum Rabbi Yochanan, halacha ki yesh omrim. La halacha les comme yesh omrim, qui sont stricts et qui interdisent d'élargir le trou de la Havit, de peur qu'il élargisse le trou du loul chez le Tarnégolim. Et la Gemara maintenant va analyser la fin de la Braïta. Je reviens sur ce qu'on avait vu précédemment. Veshavin shenokvin nekev yashan lechatechila. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel lo shanu ela bemakom ha'asui leshamer aval lechazek asur. Echidami leshamer echidami lechazek. Amar Rav Chizda lemarla min hayayin zeu leshamer lemata min hayayin zeu lechazek. Rava Amar lemata min hayayin nami zeu leshamer vechidami lechazek. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans la Mishnah que si on avait un trou déjà fait avant Shabbat dans ce tonneau et il a été bouché par toutes sortes de bouchons, eh bien il n'y a aucun interdit de forcer ce bouchon et de renouveler le trou qu'il y avait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fabriqué un nouveau trou. Mais malgré tout, bien que la Mishnah ait autorisé cette chose-là, la Gemara va nous dire que pas toujours c'est permis. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo shanu ela bemakom ha'asui leshamer. Quand est-ce qu'on autorise de déblayer ce qui bouche le trou? C'est uniquement lorsque ce bouchon est là que pour conserver le vin. Alors, donc ce bouchon, c'est un bouchon. On a le droit de le retirer. Aval lechazek asur. Mais si ce bouchon était là pour être mechazek la paroi, parce qu'il fallait un colmatage de la paroi qui était un petit peu déstabilisé et affaibli, fragilisé à cause du trou. Donc il fallait boucher le trou pour consolider la paroi. Dans ce cas-là, désormais, ce bouchon ne s'appelle pas bouchon d'un trou, mais plutôt comme faisant partie intégrante de la paroi. C'est du colmatage. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune autorisation
de percer ce trou. Aval lechazek asur. Maintenant, la Gemara va poser la question. Echi dami le shamer, echi dami le chazek. Quand est-ce qu'on considère que ce bouchon est là que pour garder le vin, c'est-à-dire de faire en sorte que l'odeur du vin ne s'évapore pas et qu'on ne perde pas la qualité du vin. Echidami les shamer, echidami les hazek. Amara frizda lema la minayain zeu les shamer, lemata minayain zeu les hazek. C'est-à-dire, si le trou, il se situe à quel niveau de la hauteur du tonneau? En haut du vin. Donc c'est juste les chamères, c'est juste pour empêcher l'odeur du vin de sortir et pour pas que le vin se dégrade. Mais si le trou, il est en dessous du niveau du vin, donc il est là pour empêcher le vin de couler. S'il est là pour empêcher le vin de couler, donc c'est qu'il fait partie intégrante de la paroi. S'il fait partie intégrante de la paroi, tu n'as pas le droit maintenant de percer un trou nouveau. C'est comme un nouveau trou. Rava Amar, Rava dit non. Les matins minayain namisé ou les chamères. Parfois, même si le trou se trouve en dessous du niveau du vin, de la surface du vin, ça s'appelle aussi les chamères. C'est juste pour garder le vin. Quand est-ce qu'on dit que ça fait partie de la paroi? Echidami le chazek, kegon shenikva le mata minashmarim. Lorsque le trou, il est en dessous de la lie de vin. Pas au niveau du vin, au-dessous de la lie du vin. Là, c'est sûr que c'est pas les chamères, c'est les chazek. Là, ça devient mamash comme chelek minakeli. Et Abaye donne raison à Rava. Amarle Abaye les Rava. Tania demsaya alach. Tu as raison, j'ai trouvé une braïta qui soutient ta théorie. Qu'est-ce que dit la braïta? Bayit satum yeshlo arba amot. Paratz et petsimav en lo arba amot. Bayit satum eno metame kol sevivav. Paratz et petsimav metame kol sevivav. Alors, ici, pour comprendre ceci, il faut quelques introductions. Je vais commencer par ce qui est facile et je vais terminer par ce qui est difficile. Un kever, on a une halakha qui dit que une tombe diffuse de la toum'a tout autour d'elle, miderabanan arba amot. Hachamim disent que de peur qu'on arrive, que le Kohen, par exemple, il touche la tombe ou quelqu'un qui était proche et qui va ensuite rentrer au Beth Amikdash, alors tout le contour de la tombe est métamé à une distance de 4 coudées tout autour de la tombe. Mais il faut que ça s'appelle tombe. Imaginez-vous une pièce qui va devenir tombe. Comment? Si on a retiré les petsimines, on a retiré le cadre de la porte, la bâtie de la porte. Je retire poteau et linteau et je vais murer. Alors toute la pièce, ça devient la tombe. Eh bien, tout autour, Arba Amot, c'est tamé. Mais si c'était muré, c'est-à-dire que j'ai laissé poteau et linteau et j'ai mis un mur, eh bien, dans ce cas-là, puisque j'ai laissé les petsimines, ça veut dire que j'ai l'intention un jour d'abattre ce mur et de remettre ici une porte, et donc ce n'est pas considéré comme une tombe qui est condamnée ad vitam aeternam. Et donc la toum'a ne va pas se propager dans les 4 coudées autour de cette pièce. C'est uniquement si on touche l'endroit, mais pas, ou bien carrément si on est à l'intérieur, mais pas si on est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de statut de tombe. Quand est-ce que ça aura un statut de tombe? Que si on retire les petsimines. Regardez Rashi. Bayit satum, au milieu de la page. Bayit satum, ve'amet betocho, eno metame sevivav. Une maison dans laquelle il y a un mort, eh bien,
c'est tamé qu'à l'intérieur, tous ceux qui sont sous le même toit, mais pas à l'extérieur. Ce n'est pas métamé tout ce qui est à l'extérieur. Eno métamé sevivav. Parad cette petsimav, ou stamo, naasa kever umtame sevivav dalet amot. Mais si il a retiré tout le cadre de la porte, il a retiré les poteaux et l'anneau, et il a tout muré, et il a laissé le mort à l'intérieur, désormais, ça devient une tombe. Et si ça devient une tombe, alors metame sevivav arba amot. Kede amar besota, met tofes dalet amot la tum'a, ou gzera derabanan shema ya'ahil velo yavin. Pourquoi Hachamim ont dit que les 4 coudées autour d'une tombe c'est tamé, de peur que la personne va se pencher sur la tombe, elle va être ma'ahil, elle-même elle va devenir ohel amet, et elle va se rendre tamé sans le savoir. C'est pour cela que Hachamim ont dit, si tu t'es approché de 4 coudées de la tombe, tu es tamé midera banan. Quand est-ce qu'on considère que cette pièce est devenue une tombe? Que s'il a muré en retirant même les petsimines, même le cadre de la porte. Mais sinon, s'il n'a pas à retirer les petsimines, c'est une pièce normale. Et donc, il ne s'est pas métamé arba amot tout autour. Tu peux marcher à côté, tu peux même toucher le mur, tu n'es pas tamé, ce n'est pas une tombe. Ça, c'est une halakha. Deuxième halakha par rapport à cela, Bayit Satum, Yeshlo Arba Amot. C'est quoi Bayit Satum, Yeshlo Arba Amot? Parat cette petsimav, en lo Arba Amot. C'est quoi cette histoire de Arba Amot? Dans Masechet Baba Batra, on nous enseigne que si jamais des frères ou des associés avaient une cour commune, chacun avait son pavillon, et ils avaient une cour commune aux deux. Et maintenant, ils ont décidé de se séparer, de construire une mechitza au milieu pour se séparer. Alors, combien chacun pourra prendre dans cette cour? Quelle est la part de chacun dans cette cour? Vous allez me dire moitié-moitié. Eh bien, non. Il y a une mahloket à ce propos. Écoutez la mahloket. Imaginons par exemple, dans un des pavillons, il y avait 3 portes qui donnaient sur la cour. Et l'autre pavillon en face, qui était aussi grand, mais il n'avait qu'une seule porte, qui donnait sur la cour. Alors il y en a un qui dit « Hatzer, les fi petahia mithalkin ». Le Hatzer, il est fait pour servir les gens qui sortent de la porte vers le Hatzer. Alors celui qui a 3 portes, il aura 3 quarts du Hatzer. Celui qui n'a qu'une seule porte, il n'aurait qu'un quart. Ça, c'est une façon de répartir. Deuxième version, c'est que chacun, il a 4 coudées devant sa porte. Ça veut dire, par exemple, ma porte, mon entrée, elle fait cette largeur, eh bien, dans 4 coudées du Hatzer, par rapport à la largeur de mon entrée, j'ai un droit. Alors chaque porte, elle a le droit de 4 coudées en face d'elle. Mais le reste du Hatzer, à part ces 4 coudées qui correspondent à chaque porte, eh bien, on partage moitié-moitié. Chacun reçoit Arba Amot en face de son entrée. Donc par exemple, il y en a un qui a qu'une seule entrée, qui donne sur la cour, il aura 4 Amot. L'autre, il a 3 entrées, il aura 3 fois 4 Amot. 4 Amot en face. Mais à part ça, toute la surface qui reste, on se la partage en 2 équitablement. Toute cette histoire, c'est par rapport au ptahim. Quel est le din si par exemple, il y avait ici 3 entrées et ici 3 entrées? Seulement, l'un des deux a fait des travaux et il a muré 2 de ces entrées. Donc il ne reste plus qu'une seule entrée. Alors comment je considère maintenant? Je dis qu'il a 3 entrées ou il n'a qu'une seule? Eh bien, il a 3 entrées toujours. Quand est-ce que je vais dire qu'il n'a qu'une seule entrée? Que si, quand il a muré, il a retiré les poteaux et l'anneau. Il a retiré totalement le cadre, la bâtie. Étant donné qu'il n'y a plus de cadre, les petsimines, il les a totalement retirés et il a muré, alors c'est comme si c'était totalement inexistant. Mais tant qu'on voit les petsimines,
c'est que l'entrée est encore là. Alors reprenons. Abaye dit à Rava, j'ai une preuve pour ce que tu dis. Tanya demsayalach, bayit satum yesh lo arba hamot, paratz et petsimav en lo arba hamot, bayit satum eno metame kol sevivav, paratz et petsimav metame kol sevivav. Donc en effet, pour que il y ait un digne de stima, de colmatage du tonneau, il faut que dans le trou, il y ait du colmatage, mais pas en haut. Parce qu'en haut, c'est fait pour ouvrir, c'est-à-dire c'est comme un bouchon pour faire couler le vin. Quand est-ce qu'on considère que c'est vraiment du colmatage et pas stam, un bouchon? Ce n'est que si c'est en dessous, au niveau de la lie du vin. À ce moment-là, c'est sûr que ça n'a pas un statut de bouchon, ça a un statut de colmatage. Donc c'est ça ce qu'il a voulu lui apporter comme preuve. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous parler toujours de cette histoire de trou de Havit. Govta, Rav Assar ou Shmuel Shari. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer un bec verseur dans une Havit? J'avais un trou, mais c'est pas très agréable de verser directement de la Havit au travers du trou. C'est préférable d'avoir un genre de robinet, un genre de bec verseur. Alors je prends un roseau qui ressemble à une paille, un roseau cylindrique, et je l'enfonce dedans. Est-ce que c'est permis d'enfoncer un petit roseau à l'intérieur du trou de la Havit ou pas, pour verser du vin au travers du roseau? Rav a interdit et Shmuel a permis. Et la Gemara explique leur mahloket et elle dit: quelqu'un qui va couper le roseau avec une dimension précise et de le raboter, le tailler avec une dimension précise, c'est sûr que tout le monde est d'accord d'interdire. C'est à Sour Shabbat de fabriquer ce keli et d'être mehater. Ahdouré, découlé amal appliqué des charris. Maintenant, si ce canet, ce roseau, il était déjà dans le trou avant, et simplement il est tombé, je le remets à sa place, tout le monde est d'accord pour autoriser, je fabrique rien de nouveau. Qui pliguait des hatir avelometakna. Man de asar gazrinan dilmatel mihtach lechatchila, ou man de share lo gazrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la mahlok est entre eux, c'est dans le cas où le roseau était mehutach, mais pas metoukan. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où le roseau était coupé, mais il n'était pas suffisamment droit. On avait besoin de le réajuster. Alors dans ce cas-là, il y en a qui permettent, et il y en a qui interdisent. Ceux qui interdisent, pourquoi? Parce qu'ils disent, parce que peut-être qu'il va s'avérer que ça ne correspond pas vraiment, puisqu'on n'avait pas vraiment fabriqué convenablement avant Shabbat ce roseau. Alors, Seder, c'est presque parfait, mais peut-être qu'il va s'avérer qu'il a besoin d'être taillé pendant Shabbat. Et là, il risque de faire ce travail de tikkun. Et s'il fait le travail du tikkun pendant Shabbat, c'est sûr que c'est metaken keli ve'asur. Mais celui qui permet, il dit que non. Étant donné qu'il a été mehater avant Shabbat, bien qu'il n'a pas encore été metaken oto bediouk, on ne craint pas le risque qu'il oublie pendant Shabbat et qu'il soit metaken pour réajuster. C'est la raison pour laquelle c'est permis. Et la Gemara dit que cette mahloket, on la retrouve déjà dans une génération antérieure, à l'époque des Tanaïm. Ketanae, en hotrin shfoferet beyom tov, ve en tsarich lomar be Shabbat. On n'a pas le droit de prendre une shfoferet, comme le chauffard. C'est shfoferet, toute forme cylindrique, où il y a un trou à l'intérieur avec une paroi à l'extérieur, comme un roseau, ça s'appelle shfoferet. Alors, en hotrin shfoferet beyom tov. On n'a pas le droit de couper une shfoferet pendant Yom Tov pour la mettre comme robinet dans un tonneau. Mais en tsarich lomar be Shabbat. Et inutile de le dire que c'est interdit pendant Shabbat. Si déjà Yom Tov c'est assour, à plus forte raison Shabbat. Nafla,
Mahzirin ota b'Shabbat ve'en tzarich lomar b'Yom Tov. Rabbi Yoshia mekel. Maintenant, si c'est tombé, ça veut dire que avant Yom Tov ou avant Shabbat, c'était là, et juste c'est tombé, tu as le droit de remettre. Il ne faut pas lire En Mahzirin, il faut lire Mahzirin. Nafla Mahzirin, Shabbat. Même pendant Shabbat, il y a le droit de remettre si c'est tombé le roseau. Ven Sarich Lomar Yom Tov, à plus forte raison Yom Tov que c'est permis. Mais Rabbi Yoshia Mekel, et Rabbi Yoshia, il est tolérant. La Gemara dit Rabbi Yoshia Ahya. Rabbi Yoshia qui est tolérant, il se rapporte à quoi? Elima Aresha Akametaken Mana. S'il est tolérant par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'il permet de fabriquer, de couper et de fabriquer un robinet pendant Yom Tov, c'est sûr que c'est assourd. Comment il peut être Mekel? Akametaken Mana. Mana, ça veut dire un Keli. Il répare un Keli. Il fabrique un Keli. Mazé. Rabbi Yoshia, il ne peut pas autoriser. Et là, à Sefa, alors il se rapporte à quoi? La Sefa, Tanakama Nami, Mishra Kachari. Mais même Tanakama a dit Mahzirin, Be Shabbat, Ven Sarich Lomar, Be Yom Tov. Permis pendant Shabbat, à plus forte raison, Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'il vient dire? Je permets ce que l'autre a permis? C'est un coup d'épée dans l'eau. On ne voit pas quel est l'intérêt de ce que dit Rabbi Yoshia. Et là, de Haticha, Velo Metakna et Kabenayu. Mort savar gazrinan ou mort savar lo gazrinan. Forcément, la mahloquette entre eux, c'est dans le cas où le roseau était déjà dans la dimension précise de robinet. Seulement, il n'était pas encore complètement metoukan avant Yom Tov, avant Shabbat. Et donc peut-être que maintenant, quand il va le faire entrer dans le trou, il risque de découvrir que ce n'est pas tout à fait juste, pas tout à fait précis. Il faut maintenant encore tailler, raboter, raser pour que ce soit mat'im au trou. Eh bien, l'un autorise, l'autre permet. Celui qui autorise, il dit « Je ne crains pas que l'homme oublie que ce soit Shabbat et qu'il vienne à raboter », tandis que l'autre dit « Oui, peut-être qu'il va s'avérer que ce n'est pas Bédiouk, l'homme est toukan, il va être metaken pendant Shabbat. » Donc, en effet, on voit que c'est déjà une marloquette antérieure. Darash, Rav Shisha Bere de Ravidi, Mishme de Rabbi Yochanan, Halacha ke Rabbi Yoshia. Behemet, la halacha, elle est comme Rabbi Yoshia qui dit que si j'ai coupé le roseau pour l'introduire dans le trou et servir de robinet, c'est moutard, on ne craint pas que peut-être il va s'avérer comme pas tout à fait approprié, et donc il risquerait de le réparer, on ne craint pas cela. On continue. Vehimaï tanekuva, on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de boucher avec de la cire un trou du tonneau. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque qu'il mette de la cire même dans les contours, et donc il va lisser une couche de cire, et c'est la malacha de Memahek, Memareah. La Gemara se demande quel est le din si c'est avec de l'huile, mais de l'huile épaisse, comme de la graisse. Alors on a de la cire, et on a de l'huile liquide, et on a de l'huile qui est grasse. Alors ici, on parle de l'huile intermédiaire, l'huile grasse, pas de l'huile qui est complètement liquide. Parce que si c'est totalement liquide, il n'y a pas de couche. Quel est le din de Mashha? Rav Assar ou Shmuel Shari? Rav interdit, Shmuel permet. Et la Gemara explique chacun. Man de Assar, Gazrinan Mishum Sha'ava, ou Man de Shari, lo Gazrinan, celui qui interdit, parce qu'il dit, nous craignons que si tu lui permets de la graisse épaisse, de l'huile épaisse qui est comme de la graisse, ça ressemble à de la cire, eh bien, il risquerait de se permettre aussi de la cire. Or, la cire, pourquoi c'est interdit? Parce que ça laisse une couche, une pellicule au-dessus de l'argile, alors que la graisse, elle s'imbibe complètement. Il n'y a pas de couche dessus. Mandeshari, logazrinan. Celui qui permet, il dit, je ne crains pas que si tu lui permets de l'huile épaisse, il va se permettre aussi de la cire.
Et celui qui est interdit, il fait la gzera. Il dit, si tu lui permets ça, il va se permettre aussi la cire. Amar les Rav Shmuel Barbar Hana les Rav Yosef. Vous savez que Rav Yosef était tombé malade, il avait oublié toute sa Torah. C'était ses élèves qui lui rappelaient. En l'occurrence, c'est Rav Shmuel Barbar Hana qui lui rappelle. Et il lui dit à Rav Yosef, Befirush amartlan mishme de Rav mishha share. Toi, tu nous avais dit au nom de Rav qu'il est permis de mettre de la graisse, c'est-à-dire de l'huile épaisse, dans ce trou-là. On ne craint pas qu'il fasse du mémaréah. Donc, contrairement à ce qu'on vient de dire maintenant, Rav, on a dit en son nom, Assour, mais Rav Shmuel Barbar Hana a dit à Rav Yosef que lui-même nous avait dit au nom de Rav que c'était permis. En tout cas, la halakha, c'est que les poskim ont interdit, comme la première version de Rav, que la graisse, c'est-à-dire de l'huile épaisse, c'est assour comme de la cire. Et maintenant, on va revenir au vin qui se trouve dans la Havit. Amar Tavud Rishba. Il y avait un homme qui s'appelait Tavut, son métier c'était Rishba, chasseur. Il avait dit au nom de Shmuel, Amar Shmuel, Haïtarfa de Asa Assour. Quelqu'un qui prendrait une feuille, même de myrte, et il la mettrait dans le trou du vin, du tonneau de vin, pour servir de bec verseur, c'est assour. Maïtarma, pour quelle raison? Rav Yemar medivte amar gzera mishum marzev. De peur que, si tu lui permets de mettre cette feuille qui fait un demi-cercle pour servir de bec verseur, eh bien, il risquerait de prendre carrément des roseaux et de couper le roseau en deux pour avoir un demi-cylindre, et ensuite il va le mettre là-bas à l'intérieur comme bec verseur pendant Shabbat. C'est pour cela qu'il faut interdire même une feuille de hadass qui est déjà prête et il la met là-bas comme bec verseur à sourd. Rav Ashi Amar Gzera Shemai Ktom, de peur qu'il arrache la feuille de myrte de la tige de la branche de myrte, et quand pendant Shabbat il va retirer cela, la feuille, donc il va fabriquer son bec verseur pendant Shabbat. La Gemara demande Maï Benayhu. Quelle est la différence si je dis Gzera Shema Iktom ou bien Gzera Shema Yetaken Marzev? On a ici une mahloket. Quelle est la raison pour laquelle on a interdit de mettre une feuille de myrte dans le trou du tonneau pour verser le vin? Mahloket. Pour quelle raison c'est interdit? Il y en a un qui est interdit de peur qu'il fabrique un vrai roseau, un vrai robinet, et l'autre dit de peur qu'il arrache la feuille de myrte d'une branche de myrte, chez Maïktom, pendant Shabbat. Alors la Gemara dit, Maï Benayhu, quelle est la différence concrètement entre ces deux raisons? Réponse, des katim ou manhe, dans le cas où la feuille, elle était déjà là. Elle était déjà katim ou manche, déjà détachée et posée devant lui. Comme ça dit Rashi, des katim ou manche. Shema iktom ale mina anaf. Vekevan de katme avale kemtaken keli. Velamanu bebetza. C'est-à-dire que si les feuilles de hadass, tu les arraches pour fabriquer un robinet, un bec verseur, c'est comme ce qu'on a appris dans Betsa, quelqu'un qui a pris une tige, une branche de bois, qui était déjà coupée, un morceau de bois. Et tu vas maintenant couper un petit bout pour fabriquer un cure-dent. Eh bien, Chayav, il a fait une avera, parce que tu fabriques un cure-dent. La même chose, tu arraches une feuille de la branche, même si c'est une branche qui est déjà détachée du sol, mais maintenant tu as fabriqué un bec verseur.
Alors quel est le cas où ce serait permis? Si on a une tige où toutes les branches sont déjà détachées. Katime ou manhe. Donc il n'y a pas de risque que maintenant il arrache une feuille. Mais dans le cas, mais d'après celui qui dit que de peur qu'il fabrique un vrai robinet avec un roseau, alors même si toutes les feuilles du hadass étaient posées devant lui, il n'a pas le droit de s'en servir, car si tu lui permets ça, il va se permettre carrément de fabriquer avec un roseau un vrai bec verseur. Et ça, c'est sûr que c'est fabrication d'un keli qui est interdit pendant Shabbat. La Gemara maintenant continue de nous citer une autre mahloket entre Rav ou Shmuel. Besadia, Rav Assav ou Shmuel Shari. On passe à toute autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet, sauf que Rav interdit, Shmuel permet. Quel est le din si quelqu'un avait des feutres, c'est-à-dire il avait des couvertures en feutre qui servaient de couverture. Maintenant, lui, il s'enveloppe avec pendant Shabbat et il sort dehors dans le Reshut Harabim. Est-ce qu'on a le droit de sortir pour transporter ces couvertures pendant Shabbat, de les porter sous forme de châle pour s'envelopper avec? Bessadia, donc des draps ou des couchages, il veut les transporter, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'enveloppe avec. Rav Assar, Rav interdit même si il est fait sortir comme derech malbouche. Shmuel Shari, Shmuel permet, il dit c'est comme un malbouche, c'est comme un talit. Alors la Gemara explique leur mahloket et elle dit Berakin découlé alma la pligue des Shari. Si on parle ici de feutre qui était tendre, tout le monde est d'accord que c'est permis. Bekashin, si c'est des kachines, c'est-à-dire que c'est pas fait pour s'envelopper avec, c'est comme vous prendrez un matelas qui est dur et vous allez vous envelopper avec. C'est sûr que ça s'appelle pas derech malbouche. Tu as déjà vu quelqu'un qui va s'envelopper d'un matelas? Alors s'envelopper d'un drap, c'est sûr que c'est permis. Parce que c'est comme un châle, comme un talit. C'est derech malbouche, tout le monde est d'accord de permettre. S'envelopper d'un matelas, personne ne va permettre. Ça s'appelle vraiment transporter un matelas dans la rue. Tu as déjà vu quelqu'un qui va s'habiller en s'enveloppant d'un matelas? Qui peut liguer des mitzahé. Si mahloket il y a entre Rav ou Shmuel, c'est uniquement be'emtsa, c'est-à-dire c'est ni trop dur, ni trop mou. Be'mitzahé. Man de asar mehzeke masoy, ou man de charé, lo mehzeke masoy. Celui qui interdit, parce qu'il dit, ça donne vraiment l'impression d'être un massoy. Tu es en train de transporter, parce qu'on n'a pas l'habitude de se vêtir avec. Au man décharé, l'omerzeke massoy. Tandis que l'autre dit, étant donné que c'est un peu souple, c'est pas vraiment rigide, alors ça n'a pas l'air d'être le port d'un massoy, d'une charge. Tu n'es pas en train de transporter une charge. Tu es en train de te vêtir, de t'envelopper d'un châle. Alors il y en a un qui dit que c'est comme un massoy, une charge, assour, et l'autre dit non, ça n'a pas l'air d'être une charge, et donc permis. Et la Gemara conclut le propos en disant, en réalité, Rav, qui a interdit, n'a jamais parlé de cela clairement, en disant assour de sortir avec un tissu de feutre qui est à moitié souple, à moitié rigide. Il n'a jamais dit ça. Seulement, il y a eu une histoire, et il y a quelqu'un qui a déduit de cette histoire que certainement Rav interdit. Voici l'histoire. Veha de Rav, cette opinion de Rav, Lav befirouch itmar, ça n'a pas été enseigné explicitement. Et là, miklala itmar, ça a été déduit. Des Rav iklar liaouatra, Rav est arrivé dans un endroit. Des lohavale rivha,
où il n'y avait pas suffisamment de place pour s'asseoir avec ses élèves. Il voulait donner un shi'ur avec ses élèves qui étaient venus pour écouter sa dracha. Nafak, Yativ Bekarmélite. Il est sorti et il s'est installé dans une carmélite, c'est-à-dire dans un champ qui était à côté de la maison. Et vous savez qu'une carmélite, on n'a pas le droit de transporter là-bas au-delà de 4 coudées. Aïtoule Bessadia, Loyativ, on lui a apporté ces tissus. On s'est vêtu avec, et on lui a apporté ces tissus, qui étaient moitié rigides, moitié souples, en feutre. Il a refusé de s'asseoir dessus. Loyativ, il s'est assis mamash à même le sol. Mandehaza savar, mishum de Bessadia assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rav, pourquoi il a refusé de s'asseoir dessus? Certainement parce qu'il ne voulait pas profiter d'un issour. Parce que les gens qui s'étaient enveloppés avec, eh bien certainement d'après Rav, ils ont commis une infraction pendant Shabbat de transporter. Ils ont cru qu'ils ont transporté Beheter en s'enveloppant avec, mais en réalité, comme ces feutres n'étaient pas très souples, c'était à moitié rigide, donc certainement que Rav considérait que c'est pas derrière malbouche, et donc c'est assour de porter. Et puisqu'ils l'ont porté Beissour, ils ne voulaient pas profiter d'un Issour. Et la Gemara dit, Velohi, c'est faux. Celui qui a cru, celui qui a déduit cela, s'est trompé. Des Rav Achrouz et Machriz Bessadia Shari. Puisque Rav lui-même avait été Machriz, que c'était permis de transporter au travers du Reshut Arabim, même ces Bessadia. Bessadia, ça veut dire ces éléments de couchage. Umishum kvod rabotenu lo yashav alav. Mais étant donné que il voulait faire kavod à Rabotenu, c'est qui Rabotenu? Ses élèves, c'est-à-dire Rav Kahana et Rav Assi. Umaninhu, Rav Kahana et Rav Assi. C'est qui ses élèves? Rav Kahana et Rav Assi, Rav les considérait comme pas ses élèves complètement. Talmid Haver. Ce sont des élèves, mais presque de son niveau. Et donc, comme il leur a donné un chiour là-bas, dans un endroit qui était à l'extérieur, et on a apporté pour s'asseoir sur la couverture qu'à Rav et pas à eux, c'est vrai qu'ils ont porté de manière permise, mais il a dit c'est pas kavod que moi je sois assis sur un beau couchage et eux soient assis à même le sol. Par kavod pour eux, il a dit non, tous pareils. Regardez-moi le kavod qu'il leur a fait Rav. Et il s'est assis par terre. Celui qui a vu ça, il a cru que Rav interdisait. Ça me rappelle une histoire. Il paraît que à l'époque de Rav Moshe Feinstein Zatzal, un grand possèque aux États-Unis, ils avaient dit à un moment donné que Rav Moshe Feinstein a interdit une certaine marque de lait cachère. Et que le lait qui était chamour et qui avait un label de cacheroute, eh bien, ils ont dit que Rav Moshe Feinstein a interdit. Alors tout le monde a acheté le lait d'une autre marque et plus personne n'a acheté le lait de cette usine. Alors le patron de l'usine est venu voir Rav Moshe Feinstein en pleurant et lui a dit « Rabbi, pourquoi vous avez dit que mon lait n'est pas cachère ?» Il a dit « Moi, j'ai dit que votre lait n'est pas cachère ?» À aucun moment. Jamais. Alors ils ont mené l'enquête, de fil en aiguille. Comment est arrivée cette rumeur? Et ils ont fini par trouver qu'un élève avait vu que Rav Moshe Feinstein avait pris dans sa main la boîte de lait. Il y avait sur sa table, on avait servi 2 boîtes de lait, d'une marque et d'une autre. Et les deux, c'était du lait chameau. Eh bien, il a pris une boîte dans sa main. Après ça, il a posé et il a pris de l'autre et il s'est servi. Alors, ils ont dit certainement, s'il s'est servi de la deuxième marque, c'est qu'ils considèrent que ça, c'est une vraie cachoute. La première, c'est pas une bonne cachoute. Il s'est avéré que quoi? Pourquoi Rav Moshe avait fait ça?
Quand il avait pris la boîte de lait, la première, il a vu qu'elle était vide. Il n'y avait pas de lait dedans. Alors il a reposé, il a pris celle qui était pleine. Celui qui a vu a cru qu'il a disqualifié cette cacheroute. Et l'autre, il a failli faire faillite. Regardez comment on peut se tromper si on ne demande pas les choses clairement. Quand on déduit juste par rapport à ce qu'on a vu. Il faut poser la question.